Oui, en fait, mon dada depuis longtemps, c'est les logiciels libres. Et en fait, dans le cadre de cette conférence, je me suis interrogé sur, effectivement, qu'est-ce qu'on pouvait extrapoler des bonnes pratiques du logiciel libre dans le contexte qui est celui de l'économie verte et plus généralement donc de la révolution numérique. Pourquoi révolution numérique? Parce qu'effectivement, on est face à une rupture de paradigme qui fait suite à deux autres révolutions dans le champ de la connaissance. La révolution de l'écriture, où on a réussi à fixer de l'information sur un support. La révolution de l'imprimerie, où on a mécanisé la copie de l'information sur le support. Et finalement, cette révolution numérique, où, à l'inverse de la révolution de l'écriture, on extrait l'information de tout support matériel, on la transforme en tas de 0 et de 1, et à partir de là, eh bien effectivement, on arrive à manipuler cette information de façon abstraite, de façon donc détachée de tout support et avec des vitesses de traitement qui créent les conditions d'une rupture qualitative. Le moteur de cette révolution, c'est le logiciel, exactement comme la machine était le moteur et l'objet de la révolution machinistique industrielle. Avec le logiciel, on échange encore plus d'informations qui permettent de fabriquer encore plus de logiciels. Et donc, on a un outil mécanisé qui est une extension de son esprit et non de son corps, et qui va permettre des traitements considérablement plus rapides et plus efficaces de la connaissance qu'on ne pouvait le faire jusqu'à présent. Cette révolution numérique, vous le savez tous, elle est consubstantielle de l'apparition d'un nouveau bien commun de l'humanité qui s'appelle Internet. Et Internet, enfin là, en gros, je vais paraphraser pendant mon intervention les deux pierres qui ont posé toutes les questions essentielles sur la table. C'est que Internet n'existe que parce qu'il est unique. Dès le moment où on a différents réseaux, ce n'est plus Internet. Internet est le réseau des réseaux. Et avec justement cette horizontalité dont vous parliez à l'instant, on sort du schéma pyramidal de l'industrie des biens culturels du 19e siècle, où quelques-uns décidaient du contenu qui était diffusé à plusieurs centaines de millions de personnes par l'imprimerie, par la radio, par la télévision. Et on arrive donc avec un modèle réhorizontalisé qui bouleverse complètement les modèles numériques de production et de diffusion des savoirs, puisque la copie est identique à l'original, et même quel 0 était la copie, quel 1 était l'original, la question n'a plus de sens. Et effectivement, on se trouve maintenant, si on regarde le web, face à une majorité de contenus autoproduits. Nous sommes tous des auteurs, il ne se passe plus un événement dans le monde sans que quelqu'un ne le capture et ne le mette à disposition sur Internet. Ce qui fait qu'effectivement, la question du droit d'auteur, qui était un droit fait avec quelques auteurs identifiés et une masse de consommateurs attachés à des biens physiques qui pouvaient être facturés à l'unité, ne se pose plus du tout en ces termes dans le cadre de la révolution numérique. Et donc, on se trouve en face de création collective de biens informationnels. Qui est l'auteur de la Wikipédia? Personne ne peut le dire, c'est tout le monde, vous-même, si vous avez déjà corrigé une faute d'accord, vous l'êtes. Et avec donc la problématique qui peut se poser également, que je n'aurai pas le temps de développer, mais qui est importante, hein. On a parlé des 2 premiers milliards connectés, c'est Pierre D'Angino qui en a parlé. Les 5 milliards suivants, il va falloir se poser des questions sur justement les outils et les usages qui vont permettre à des personnes ne sachant ni lire ni écrire d'accéder aux informations numériques. Pour expliquer un peu en quoi on est dans un modèle radicalement différent et pourquoi les façons de penser du millénaire précédent ne peuvent plus s'appliquer, il faut considérer que l'information est un bien non rival. Si je vous donne ma montre, je ne l'ai plus, alors que si je vous donne une idée, je l'ai encore et vous l'avez aussi. Donc le coût de copie est nul, et dès le moment où une œuvre a été financée, elle peut être distribuée gratuitement. C'est-à-dire qu'on parle parfois, les tenants du millénaire précédent parlent du mythe de la gratuité. Non, la gratuité numérique, c'est une réalité. Et donc, il n'y a pas de limitation naturelle à l'usage des créations. Et en fait, c'est la fixation des prix qui est artificielle, parce que, naturellement, le prix va tendre vers zéro. Ce qui pose la question, que je n'aurai pas le temps de développer non plus, de comment on finance la création numérique. Il y a des réponses qui sont en train d'être posées, mais clairement, les réponses du millénaire précédent ne conviennent pas. On est en train de le voir dans les batailles actuelles autour des lois, des VSI, Adopi et ainsi de suite. Il y a des effets de réseau considérables. Plus un bien est utilisé, plus il a de valeur. S'il n'y a que 2 personnes sur Facebook, vous n'irez pas sur Facebook. S'il y a 500 millions de personnes sur Facebook, vous irez sur Facebook.
Et le problème, c'est justement que ça permet très rapidement des monopoles de rente si vous ne pouvez pas vous sortir d'un outil dans lequel vous avez mis vos données. Et donc, effectivement, on se trouve face à des enjeux globaux, qui sont des enjeux de nature écologique, sociale, économique et écologique, qui est que, effectivement, il y a maintenant la lutte d'influence qui était auprès des territoires du contrôle des matières premières, maintenant tourne autour du contrôle de l'information et des moyens d'exploiter l'information, avec effectivement un certain nombre d'acteurs qui font un lobbying très important pour le maintien de marchés captifs. A l'inverse, justement, les modèles libres, je parlerai de celui du logiciel, mais plus généralement de tous les modèles libres, ont vocation à offrir une vision qui soit, à mon sens, et on pourra en parler, économiquement plus efficace de l'utilisation des ressources, en permettant l'autosuffisance logicielle, l'autosuffisance intellectuelle, culturelle donc, la possibilité d'adapter aux besoins, la question importante de la sécurité et de la pérennité des données, avec les fondamentaux économiques de la liberté d'accès à ses propres informations et donc pouvoir migrer vers un système d'un autre fabricant sans être captif d'un format de données, sachant que tout ça se fait avec un coût réduit, mais c'est le problème de logiciel libre en anglais, free veut dire aussi gratuit, c'est pas du logiciel gratuit, ça l'est, je l'ai dit, ça peut l'être majoritairement, mais il ne faut pas que ce soit le critère principal de choix, parce que les enjeux ne sont pas là. Pierre D'Angino en avait également un peu parlé. Les technologies de l'information sont de plus en plus gourmandes en ressources énergétiques et participent maintenant au problème. Et donc il faut penser à raisonner leur usage. En particulier, donc, optimiser l'usage des outils matériels qui servent de substrat aux outils logiciels. Penser en termes de cycle de vie. On peut vouloir maintenir plus longtemps un matériel ancien, mais les matériels anciens consomment énormément. Pensez aux tubes cathodiques. Les tubes cathodiques consomment beaucoup plus que les écrans à cristaux liquides. Donc, bien sûr, fabriquer un nouvel écran, ça coûte cher, mais en maintenir un qui consomme 5 fois plus devient aussi très, très, très difficile à soutenir. Et donc, il faut chercher des matériels qui peuvent faire le plus de calculs possible par watt et par seconde. Souvent, en fait, en calculant assez peu vite. Et donc, l'idée, ça va être d'agréger collectivement du travail plutôt que d'avoir un individu qui est capable de calculer très très vite. Il faut adapter les logiciels au matériel, aux besoins, et donc là aussi déconcentrer, mais déconcentrer, ça veut dire se reposer sur le réseau, et si le réseau tombe, toute cette infrastructure tombe aussi. Donc il y a une problématique autonomie, efficacité qui est à considérer. Donc les logiciels libres, par rapport à ça, c'est une innovation qui est d'ordre juridique et non pas technique. C'est un nouveau modèle d'organisation de la création logicielle. Et justement, il s'agit de s'appuyer sur Internet pour réduire les coûts de transaction. Dans le monde matériel, il fallait réunir les gens dans le même bureau pour qu'ils puissent communiquer. Ça s'appelait une entreprise, ça supposait des coûts d'infrastructure et autres. Tout ça, ça disparaît avec la création collaborative sur le réseau. Et donc, on se retrouve en phase de reprise en main de la création par les usagers, de ce que François Elie appelle les utilisateurs coalisés, parce qu'il y a une vingtaine d'années, il y a eu une catastrophe terrible où les entreprises ont externalisé leur système d'information en pensant que les ordinateurs, c'était des trucs emmerdants. Et donc, ils ont externalisé tout ça à des boîtes autres. Donc, ils ont perdu la compétence métier, ils ont perdu la mainmise sur l'information stratégique, donc la ressource stratégique que constitue l'information, et ils se sont pieds et poings liés à des éditeurs qui pouvaient ensuite les rançonner comme ils voulaient. L'intérêt du modèle libre, ça va être justement de permettre aux usagers de reprendre le contrôle sur leur système d'information en pouvant financer les développements dont ils ont besoin au moment où ils ont besoin, et éventuellement en se mettant ensemble. Là aussi, c'est Pierre Ouedraogo qui en a parlé. Dans le cadre des collectivités, l'argent public ne doit servir qu'une fois. Et donc, on voit par exemple en France, et ça déborde plus loin en Europe, des associations comme l'Adulact qui ont pour but de mutualiser les coûts de développement des collectivités face aux logiciels métiers dont elles ont besoin. Donc, les logiciels libres sont basés sur 4 libertés. Je ne vais pas insister plus là-dessus, je préfère raconter des choses un peu plus, nouvelles. Clairement, le logiciel, c'est une donnée, donc c'est l'outil qui permet de miner des données, mais c'est aussi des données en tant que telles, et ce qui est important, la valeur, c'est les données.
Or, on voit qu'effectivement, maintenant, il y a de plus en plus de services qui sont déportés. Le SAS, Software as a Service, on vous loue un logiciel sur un serveur distant plutôt que vous ayez votre logiciel sur votre ordinateur. Et si le logiciel est distant, vos données doivent partir à distance. Et là, ça va poser un problème de sûreté, de confidentialité, parce que si vous confiez vos données stratégiques à une entité tierce qui va faire des calculs dessus, si, par exemple, ce serveur est aux États-Unis, par le Patriot Act, le gouvernement états-unien a le droit d'aller regarder vos données confidentielles, quoi que vous en pensiez. Donc ça pose des problèmes juridiques assez importants sur, justement, la territorialité d'un certain nombre de lois, ou pas. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui doivent être mises en œuvre pour, justement, garantir que même si vous faites du travail à distance, vous ayez le contrôle sur les logiciels qui sont utilisés et surtout vous ayez le contrôle sur les données, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis vos données dans un système, vous puissiez les récupérer. Prenez l'exemple de Facebook, mais bon, c'est un exemple parmi d'autres. Vous injectez vos données à l'intérieur. Quel moyen avez-vous de récupérer l'intégralité de la production dont vous êtes l'auteur, de tous vos messages? Il n'y a pas de bouton « réimporter mes données », enfin vous les exportez du système, pour pouvoir en faire quelque chose vous-même. Donc c'est un système dans lequel plus vous mettez votre valeur à l'extérieur et plus vous êtes prisonnier de ce carcan que vous vous êtes vous-même créé. Et donc, effectivement, pour pouvoir exploiter ces données, il faut aussi qu'elles soient encodées dans des formats de données que vous maîtrisez, donc ce qu'on appelle des formats ouverts. Et si vous voulez avoir une pratique de pérennité de vos données, en particulier pour les États, les administrations, il faut exclusivement utiliser des formats réellement ouverts. Il y a eu une bataille entre Microsoft et l'association Oasis autour de la normalisation des formats bureautiques, avec des subversions de l'ISO par Microsoft attestées dans plusieurs pays. Ça a été très intéressant en termes de géopolitique, c'est un très beau cas d'école à étudier. Et puis donc derrière, la notion de, puisque le public, les institutions publiques produisent des données, puisque en fait les administrations, leur cœur de métier, c'est de prendre des décisions politiques sur des données et de produire des données, eh bien, il y a peut-être un intérêt à ouvrir ces données publiques à des personnes qui auraient la capacité d'innover. C'est le modèle Open Data, qui doit être également relativement libre pour qu'on puisse faire quelque chose de ces données. Donc, là j'essaye d'aller vite, parce que le panel est assez grand. Je vais rentrer dans les propositions pratiques en sachant ça va être un peu du poil à gratter pour un certain nombre de décideurs politiques. Premier point, ce sont les deux pierres qui l'ont dit, il y a la question d'étendre les droits des citoyens à l'espace numérique. On a des droits constitutionnels, de rang constitutionnel dans le monde physique. Il faut que ces droits soient protégés de la même manière dans le nouvel espace numérique qui s'offre à nous. En particulier, garantir ce qu'on appelle la neutralité d'Internet. Je pourrais développer sur ce que c'est. C'est l'équivalent de la liberté d'expression. C'est le fait que tout le monde a le droit d'échanger de l'information avec la même qualité de service et pas que ceux qui payent plus puissent transmettre plus avec un risque que justement la parole citoyenne soit écrasée par la parole d'intérêts privés commercialement dominants. Il y a garantir le droit à l'interopérabilité, c'est l'équivalent de la liberté d'association, c'est de pouvoir à tout moment sortir ces données des carcans dans lesquels on aurait pu malencontreusement les mettre. En Europe, il y a une directive qui date donc maintenant de 1991, donc il y a 20 ans, qui a très bien fonctionné là-dessus, que les États-Unis nous envient. En revanche, depuis, il y a eu, à l'instigation des industries du divertissement, un certain nombre de textes, en particulier celui sur les verrous numériques, donc DMCA, qui en Europe est devenu EUCD, et en France DADVSI, qui n'ont eu aucun effet bénéfique sur le secteur marchand, donc qui n'ont pas résolu le problème qu'elles prétendaient attaquer, mais qui ont posé des verrous à l'interopérabilité et donc empêché la circulation d'informations de systèmes informatiques à autres systèmes informatiques. C'est ce qui vous empêche, par exemple, de pouvoir lire sur le système de votre choix le Blu-ray que vous avez licitement acheté, parce qu'il y a des verrous numériques sur ce type de support. Et donc ça va créer des ventes liées entre le support de l'œuvre et le matériel que vous êtes obligé d'acheter pour pouvoir lire cette œuvre. Deuxième point, là aussi, et Pierre Ouedraogo en a parlé dans le cadre de l'action de la francophonie, puisque le logiciel libre permet de déconcentrer la production logicielle,
on a la possibilité de créer une économie locale du logiciel qui va pouvoir s'adapter aux besoins locaux, que ce soit pour localiser dans des langues particulières, pour pouvoir adapter un logiciel aux législations particulières d'un pays. Et donc, ça suppose de créer une communauté d'utilisateurs et de développeurs autour de ces logiciels. Ce qu'on a vu, nous, moi je l'ai beaucoup pratiqué dans l'école d'ingénieurs où j'étais à Bordeaux, l'ENSERB, une majorité des enseignements se fait avec des logiciels libres. Pourquoi ? Parce que les étudiants peuvent comprendre comment ça marche en allant regarder sous le capot. Donc ils ont un cas pratique, c'est tiens, mon outil, comment fonctionne-t-il? Ce qui est la base de la recherche et de la curiosité intellectuelle académique. Et donc ensuite, bien sûr, comme objet d'étude, puisqu'ensuite on peut créer du logiciel libre, ce qui scientifiquement est l'équivalent de la publication scientifique. On n'a plus de publication scientifique valable si on publie simplement un tableau de chiffres en disant « mon logiciel, il a fait ça ». Comment peut-on prouver que ce logiciel, c'est pas simplement un logiciel qui affiche les valeurs que vous voulez qu'il affiche? Donc la falsifiabilité des résultats, elle est possible, et la réfutabilité est impossible si vous n'avez pas l'accès au code source du logiciel qui prétend obtenir tel ou tel résultat. Donc effectivement, il y a un intérêt majeur dans le monde académique à utiliser et à produire des logiciels libres. Ce qui va être important pour ça, c'est la commande publique, parce que l'État est le principal prescripteur et utilisateur de logiciels, puisque tous les citoyens interagissent avec. Et donc, clairement, en tant que prescripteur, il doit pouvoir fournir un soutien direct et indirect à la création d'entreprises dans le secteur des technologies de l'information. Soutien direct, ça peut être le financement, ça peut être un certain nombre d'actions sur l'innovation. Indirect, c'est justement la commande publique. Par rapport à ça, donc, les États sont en position aussi de devoir rejeter un certain nombre de législations qui sont contraires à l'innovation. On a vu en Europe, il y a eu une bataille de 7 ans entre 1998 et 2005 autour de la brevetabilité des logiciels. En fait, il s'agissait de monopoliser des méthodes intellectuelles, ce qui, du point de vue théorique juridique, n'a pas de sens, mais qui offre un revenu considérable aux offices de brevets et fait que, petit à petit, ils en accordent, ils en délivrent, en laissant les tribunaux se débrouiller avec ça. Et donc, face à l'effet nuisible qui a été économiquement mesuré, l'Europe a rejeté la brevetabilité des logiciels, et clairement, ces textes sont imposés dans des accords bipartis avec des pays qui ne peuvent pas refuser, et donc il faut faire attention, effectivement, à maintenir cette ligne de front stable. Troisième proposition, bien sûr, généraliser l'usage des logiciels libres dans les administrations et collectivités territoriales. Il y a eu un arrêt très intéressant du Conseil d'État qui a été rendu en fin d'année dernière, qui effectivement validait le fait qu'une collectivité locale puisse obliger à ce que l'appel d'offres, les répondants à un appel d'offres, proposent des solutions relatives à du logiciel libre. Ce n'est pas une technologie particulière, on l'a dit, le logiciel libre, ce n'est pas une innovation technique, c'est juridique. C'est juste que la collectivité dit « je veux pouvoir avoir la maîtrise de mon système d'information une fois que je l'ai payé, donc si vous voulez répondre à cet appel d'offres, vous devez me fournir le logiciel selon ses modalités juridiques ». Donc vous pouvez aller voir le texte de la décision pour voir les attendus, je ne vais pas développer sauf s'il y a des questions. Et donc un point qui a été relevé aussi, qui est très important, c'est l'accès de la commande publique aux très petites entreprises et aux PME. Il y a un énorme problème qui est que, donc aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle le Small Business Act, qui impose qu'une partie de la commande publique soit affectée à des PME et des TPE, ce qui est quelque chose de relativement bon, à mon sens. Mais c'est maintenant interdit par l'OMC. Donc clairement, il y a un effort de renégociation à faire au niveau global, sauf aux États-Unis, parce que les États-Unis ont passé leur loi Small Business Act avant que ça ne soit interdit. Et donc finalement, ils en bénéficient alors que les autres n'en bénéficient pas. Et donc clairement, il y a des points importants pour permettre la mise en réseau des TPE pour répondre aux appels d'offres. Pierre Ouédraogo en a parlé sur des partenariats nord-sud. On peut imaginer des partenariats sud-sud. Il faut simplement que les entreprises soient informées des appels d'offres qui les concernent et puissent ensuite créer des outils de consortium. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire en Aquitaine autour d'une structure qui s'appelle Akinetic, dont je pourrais éventuellement vous parler dans le cadre des logiciels libres. Mais d'autres outils peuvent exister. Le Chala, dont a parlé aussi Pierre Ouédraogo, est un outil équivalent en Afrique qui peut remplir ce rôle, même si ce n'est pas sa fonction principale. Mais en tout état de cause, il faut partager l'information de façon à permettre l'attribution, l'affectation des ressources d'un État
aux entreprises et aux très petites entreprises innovantes de cet État. Il faut localiser la production. Le logiciel le permet, justement. La déconcentration due à Internet permet ça, faisons-le. Et donc, de façon plus globale aussi, se rendre compte qu'il faut favoriser l'accès au contenu et la co-création de valeur ajoutée. En particulier, il y a une grosse bataille au niveau mondial sur l'échange non marchand de biens culturels. Et en particulier, donc, on voit arriver, et j'ai été un peu surpris en discutant avec certains d'entre vous, quand je dis ACTA, personne ne sait ce que c'est. C'est un traité qui a été négocié dans le plus grand secret par un certain nombre de partenaires, majoritairement censés représenter les gouvernements, mais avec une grande influence du secteur privé, négocié en secret, donc à l'insu des parlements nationaux, en dehors de toute institution. Ça n'a pas été négocié à l'OMPI, ça n'a pas été négocié à l'OMC, ça n'a pas été négocié à l'OCDE, justement pour éviter l'information démocratique. Et la portée de ce texte est globale, c'est-à-dire que ça touche les médicaments génériques, ça touche les œuvres numériques, ça touche les droits à marque modèle avec des mesures de saisie aux frontières, de destruction aux frontières, si les biens sont censés être similaires. On ne sait pas ce que c'est, puisque c'est avant toute décision de justice, donc il y a des injonctions préliminaires. Le pire qu'on peut imaginer, en fait, en termes de rigidification et donc d'interdiction d'accès à l'information, aux procédés, aux biens, c'est-à-dire en fait tout ce qui est anti-vert est concentré dans ce traité. Je vous invite à vous informer à ce sujet et à faire en sorte que la plus grande information soit donnée autour de ce traité et que les pressions puissent être faites pour ne pas le signer, parce qu'effectivement, il me semble complètement contraire aux objectifs de ce forum. J'en ai terminé.